Hey, bienvenue dans un nouveau vlog lecture, un vlog spécial cette fois-ci puisque cette semaine ou peut-être 2 semaines, on verra, je vais lire des œuvres d'une seule autrice, une autrice que vous connaissez sûrement au moins de nom, qui est Melissa d'Acosta. Alors pour la petite story time, je n'ai jamais lu d'œuvres de cet auteur-là. Ça m'intéresse quand même pas mal puisque quand je regarde des critiques dans des vidéos booktube, ça met beaucoup en avant l'empathie, la compréhension humaine dont elle arrive à faire preuve pour mettre en avant ses personnages. Et ouais, ça a l'air assez émouvant, assez lumineux aussi. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, surtout que j'ai profité du fait d'avoir pu aller à une rencontre avec cette autrice là pour pouvoir me procurer les premiers ouvrages que je vais lire d'elle et découvrir enfin sa plume et son univers qui a l'air très hétéroclite, qui a l'air vraiment hyper riche, hyper diversifié. Donc voilà, j'ai très hâte. De base, faire un vlog entier sur un auteur, c'est un peu délicat pour moi parce que j'ai peur de me lasser si je lis trop de livres d'un même auteur à la suite. Mais des livres de Melissa d'Acosta que j'ai envie de lire là, j'ai l'impression que les tons sont suffisamment différents pour que je m'en lasse pas. Donc voilà, on va explorer tout ça ensemble et j'ai trop hâte, j'espère vraiment bien aimer, surtout qu'en rencontrant l'autrice, en la voyant parler, échanger avec le libraire lors de l'animation de la rencontre, elle a l'air d'être quelqu'un de vraiment lumineuse, quelqu'un de tellement passionné, enthousiaste, elle parle super bien, ce qui est normal et tout, donc voilà, donc j'espère vraiment apprécier. Mon choix s'est porté, au début je voulais prendre Tout le bleu du ciel parce que c'est le livre dont j'en ai le plus entendu parler, qui est le plus mis en avant des vidéos, des critiques que j'ai pu voir ou lire. Mais le résumé me tentait beaucoup moins que certains autres. Donc je me suis dit, vas-y, let's go, va voir autre part. Et en fait, ce sont des titres dont j'en ai jamais vraiment entendu parler. Peut-être que c'est moins connu, je sais pas. Alors le premier, j'étais en mode, lui, il me le faut. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est La doublure de Melissa d'Acosta, publiée chez le Livre de Poche ici. Alors, déjà, la couverture, j'aime beaucoup l'ambiance. C'est mystique, il y a un truc un peu mythologique, religieux, très gothique et tout. Enfin, j'aime trop, c'est trop, j'adore. Et en fait, ça m'avait un peu surpris parce que je pensais que Melissa d'Acosta, elle écrivait surtout, enfin même que des livres feel good. Et par ailleurs, en fait, avec le libraire, ils sont revenus sur ce terme-là, un terme qu'utilisent beaucoup de ses lecteurs, de ses lectrices pour définir son travail. Ils disaient que c'était un peu étonnant que les gens qualifie son œuvre comme ça, puisque dans ses œuvres elle parle de sujets assez durs comme la santé mentale, comme le handicap, comme le deuil, etc. Donc apparemment ce roman là a pas mal partagé l'audience, puisque les gens ont été déconcertés de voir un roman aussi noir, aussi glauque, aussi dérangeant, et ça tranchait pas mal avec la plupart de ses œuvres. Donc je crois qu'il y a des gens qui étaient un peu sceptiques. En tout cas, la dame qui faisait la queue pour les dédicaces avec moi m'avait dit qu'elle avait eu du mal avec ce livre-là, justement parce que elle s'attendait pas à ce que ce soit aussi voilà, tout ce que j'ai dit. Mais moi, j'ai pas d'a priori parce que j'ai lu aucun de ses livres et j'adore tout ce qui est glauque. Je crois qu'on va suivre une femme avec un couple. Je crois que la femme, ça va être la doublure de la femme du couple, un truc comme ça. En tout cas, il va y avoir, je sais pas, des problèmes d'identité ou de je sais pas quoi. En tout cas, ça va distordre complètement leur psychologie, j'imagine. Et ça a l'air passionnant avec des personnages hyper glauques et tout. Donc j'ai trop hâte. Et je crois que c'est le roman que l'autrice préfère, enfin pas qu'elle préfère, mais en tout cas quand le libraire lui a dit que son roman préféré c'était La doublure, genre l'autrice elle était trop contente parce que peut-être aussi parce qu'il y avait quand même pas mal d'avis beaucoup plus mitigés, du coup voir que quelqu'un a vraiment aimé c'est assez rassurant. Mais voilà, donc j'ai trop hâte. Et dans un tout autre registre, j'ai pris Les douleurs fantômes, publié chez le Livre de Poche également. Ce livre-là m'a interpellée par le résumé. Apparemment, on va suivre un groupe d'amis qui était hyper soudés de base et qui a complètement explosé. Ils vont se retrouver et je sais pas, ils vont essayer peut-être de renouer les liens, de rebâtir une bonne relation. J'aime tout ce qui touche à l'amitié et apparemment ici ça va être hyper relatable autour de ça. Un roman très émouvant d'une sincérité troublante sur l'âge adulte qui bouleverse toutes les certitudes et envoie valser les avenirs tracés de actualité. Donc ouais, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est autour des désillusions de l'âge adulte. Et ils ont beaucoup également parlé lors de l'échange de son nouveau roman qui est Tenir debout et qui va parler du handicap
sein d'un couple qui vient de naître, qui vient d'éclore, un couple qui basait leur alchimie, leur connexion sur le désir, sur le plaisir charnel, sur la sensualité, sur toutes les flammes de la passion et le handicap, et bah ça va remodifier tout ça. Qu'est-ce qui reste après que tout ça a été balayé? Ça peut être hyper intéressant, et en fait ils en parlaient tellement bien, beaucoup mieux que moi, que j'étais en mode il faut que je lise, parce qu'en plus apparemment c'est avec des personnages, en tout cas le héros qui est imparfait, et apparemment ça mettra en avant toute la révolte qu'il va éprouver, sa situation de handicap, quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant dans la littérature. Et il y a des sentiments qui sont bruts, il y a de la colère, il y a de la rage, il y a de l'explosion émotive, psychologique et tout, donc ouais, ça peut être vachement intéressant. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ce que j'espère une richesse psychologique qui va me toucher. J'espère beaucoup de nuances, de complexité, de profondeur, parce que c'est ce qui a été vraiment mis en avant et ce qui m'a marqué dans les échanges qui ont eu lieu avec l'autrice. Et d'ailleurs pour les douleurs fantômes, apparemment il y a eu un préquel en fait qui est, je crois, Je revenais des autres, et je savais pas que c'était une duologie. Donc j'espère que je vais pouvoir lire celui-là tout en appréciant la volupté des personnages. Je sais même pas pourquoi j'ai dit volupté. La volupté des personnages. La richesse, le développement et l'évolution des personnages sans les avoir rencontrés à partir du tome 1. Je sais pas par lequel commencer. Je pense que je vais commencer par celui-là parce que vraiment lui il m'intrigue de ouf. Et voilà, en plus il y a la tournure là pour son nom. C'est franchement incroyable. Je vous laisse et on se retrouvera quand j'aurai avancé. J'ai hâte et en même temps j'anticipe. J'espère vraiment être dans le bon mood pour apprécier à sa juste valeur l'œuvre de l'autrice. Et let's go! Hey, on est le dimanche 13 octobre et j'ai commencé la doublure et je suis à la page 152 et j'aime beaucoup, franchement j'accroche à la plume, c'est hyper addictif, c'est prenant et l'autrice prend le temps de mettre en place l'atmosphère, d'essayer d'établir un cadre dans lequel t'es un peu familier pour ensuite, j'imagine, faire exploser petit à petit avec les mystères, avec les petits rebondissements, avec les révélations glauques dans ce cadre-là. Genre, j'essaye de prendre mes repères tout en essayant de déceler ce que ça veut dire, tous les petits liens, tous les petits indices et tout, parce qu'en gros, parfois il y a des situations. Et ensuite, on va présenter des références mythologiques, des références religieuses, artistiques, comme si on voulait montrer une espèce de parallèle entre la situation et ça. Ou alors ce genre de référence peut également servir d'anticipation, de foreshadowing pour la suite. Du coup j'essaye de voir où l'autrice va en venir et d'essayer d'interpréter ces liens, parce que tu sens qu'il y a une espèce de relation très glauque, parce qu'à chaque fois les références font écho à des choses très malsaines, très glauques, et c'est hyper intéressant, notamment au niveau de l'art, parce que t'en apprends beaucoup, et j'avoue que j'aime trop tout ce qui est glauque, du coup ça apporte un plus à l'atmosphère, ça permet d'établir un environnement encore plus... ça grouille quoi, tu vois, et ça fait que mon esprit est assez actif parce que j'essaie un peu d'anticiper où le danger va venir dès le couple. J'essaie de voir c'est qui le plus dangereux entre ces deux-là. Au début j'avais tendance à dire c'est peut-être le mec, et parce qu'il y a un souffle qui a l'air assez féministe dedans, mais en même temps la femme elle est... Il y a un truc, elle est super charismatique et elle est fascinante à sa façon, de manière assez morbide, assez dérangeante, mais c'est ça qui est cool aussi. En vrai, je pense que c'est elle la vraie méchante, mais... Ah, je sais pas. Bon, voilà, je reste quand même sur mes gardes. Et voilà, vous avez vu, j'ai déjà plein d'hypothèses, plein de théories, plein de réflexions, donc je suis vraiment prise par l'action, même si on n'a pas beaucoup. Mais le fait d'instaurer une atmosphère comme ça, franchement c'est grave cool. Je vous retrouve quelques heures plus tard et je suis à la page 343, donc je suis presque à la moitié. En fait j'ai lu la moitié aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas autant lu, autant happé par une lecture, qui fait que je vois même pas les pages défiler, que ça tient en haleine. Et ça devient de plus en plus glauque en fait. Toutes les références à la religion, à tout ce qu'il y a de macabre, de malsain, de sulfureux. C'est tellement mis en avant que je me dis, est-ce que c'est un gros foreshadowing pour la suite, genre une fin en apothéose ou je sais pas quoi. Mais voilà, du coup c'est intriguant. Hello les gars, on est le lundi 14 octobre
Et je suis encore dans la doublure, je suis à la page 389, donc j'ai dépassé la moitié. J'ai deux petits trucs à dire pour un peu contrebalancer avec tout l'éloge que j'ai fait. Le premier truc, c'est que l'autrice, elle laisse pas assez de liberté pour notre interprétation personnelle, pour, comme je l'ai dit, les parallèles entre l'art, les références artistiques, mythologiques, religieuses, avec la narration, avec le récit autour de l'héroïne. Et en fait, elle va décortiquer tout par elle-même, enfin à travers les personnages. Les personnages vont pointer du doigt en mode ah regarde, nous on ressemble à ça, à ça, à ça. Et je suis en mode bah oui, mais j'aurais été plus contente si c'était moi qui l'avais interprété toute seule, tu vois. Donc ça enlève de la saveur, ça enlève ouais, de l'intérêt et du fait que t'es prise par l'histoire et que t'essayes de faire plein de trucs avec ton cerveau. Ça veut rien dire, mais bref. Et le deuxième truc, c'est que j'ai peur du dénouement final, que ça prenne une fin romantique très prévisible et très cliché. L'autrice, pendant l'entretien, l'échange qu'elle a eu, elle avait dit que elle aimait bien se laisser surprendre en tant que lectrice par ses propres romans. Du coup, souvent, elle changeait la fin en cours de route pour se laisser se surprendre comme ça. Et du coup, je m'attends à ce que la fin elle soit quand même imprévisible et qu'elle sorte des sentiers battus et que ça suit pas une ligne hyper cliché, surtout autour de la romance, même si c'est très glauque pour l'instant. Donc voilà, j'espère que la fin va réussir à me surprendre où je serai en mode au moins minimum ah bah cool, c'est audacieux quoi, c'est bien, c'est original, on verra. Hey, quelques heures plus tard, on est le soir et j'ai presque fini, enfin il me reste 200 pages. En vrai ça va aller vite, maxi demain je finis et putain mais je le dévore. Alors mon hypothèse, ma théorie pour la fin, après je vous dirai pas évidemment si mon hypothèse est justifiée, il y aura seulement les gens qui l'ont lu qui sauront. Mais je pense qu'à la fin, ça va mal se finir pour les trois personnages, il n'y aura pas de romance ou je sais pas quoi. L'héroïne, elle va se faire bousiller, aliéner mentalement. Elle va devenir vraiment la sosie, même mentale, de l'autre. Et du coup, ce sera une doublure parfaite. Parce que même mentalement, au plus profond de son cœur, ou alors elle était déjà comme ça, mais ça a germé en tout cas, de toute façon. Chaque être humain, on a cette noirceur, et bah ça l'a amplifiée chez elle à cause de ce micmac relationnel. Du coup, et bah, elle va devenir comme l'autre fille, l'autre femme manipulatrice et tout. Ce serait classe. Parce que j'espère. Ou alors elle arrive à s'enfuir, ce qui est cool aussi, mais je veux pas de romance niaise ou quoi parce que c'est pas possible, parce que ce serait hyper toxique. Ou alors c'est toxique assumé. Voilà, j'ai plein de théories. Mais tout ça pour vous montrer ouais, que je suis hyper active dans le récit, que j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Voilà. Hey, du coup, on est le soir du 15 octobre et je vous retrouve, j'espère, assez rapidement pour pouvoir faire le bilan final il est où déjà de la doublure. Je suis un peu en rush parce que j'ai trop faim, du coup mon ventre va pas tarder à bien gargouiller parce que la lumière est dégueulasse. Je me dis que peut-être pour mon anniversaire en fin d'année, je m'offrirai un bon matos, je sais pas encore. Mais bref, je l'ai fini à midi là, durant ma pause déj, et je voulais gasp alors qu'il y avait mon collègue et du coup je devais me retenir, mais j'étais... Bref, pour l'histoire de la doublure, on va suivre une héroïne qui du jour au lendemain elle va un peu perdre le centre de sa vie qui est son petit copain, parce qu'elle a vraiment tourné sa vie autour de lui et du coup elle va devoir réapprendre à vivre, à se trouver des objectifs, jusqu'au jour où elle va rencontrer un homme qui va lui proposer un boulot assez spécial, c'est-à-dire devenir la doublure de sa femme à lui, c'est-à-dire qu'en fait sa femme est une artiste, là elle veut pas endosser toutes les responsabilités qui vont avec la fame, avec le succès, la popularité, les papiers administratifs et tout, devoir organiser des expositions, des vernissages pour mettre en avant son œuvre et pouvoir développer son réseau, ça elle en veut pas, et franchement mood, du coup je me disais ok d'accord, je pourrais m'identifier à elle limite.
Et du coup elle va embaucher l'héroïne pour devenir en quelque sorte son image médiatique et s'occuper de tout ce qu'elle veut pas, pendant que elle, elle peut juste s'occuper à peindre dans son coin en cachette, en anonymat. Mais ça va pas seulement s'arrêter là au niveau de la doublure, et l'héroïne va se laisser entraîner dans un rapport de force, de domination qui est de plus en plus malsain au sein du couple. Elle va découvrir comment le couple marche et tous les trucs de manipulation. L'héroïne, psychologiquement, elle va devenir de plus en plus aliénée par cette dynamique-là, même si peut-être qu'au fond d'elle-même, elle est déjà comme ça. En tout cas, elle est assez vulnérable mentalement pour qu'on fasse germer en elle, qu'on plante des graines en elle de toutes sortes, et elle se laisse facilement lier et influencer, inspirée par d'autres forces, par plusieurs forces, et on va voir comment ça va nourrir son développement à elle de manière très morbide, très malsaine. Je vais pas me répéter par rapport à mes réactions précédentes, mais ce que je pourrais ajouter, c'est qu'au niveau de l'héroïne, également des autres personnages, c'est que c'est pas tout blanc ou tout noir, ce sont des gens hyper imparfaits, et même s'il y a des personnages qu'on peut juger plus toxiques que d'autres, plus malveillants, plus manipulateurs, ils vont tous laisser voir des parcelles de gentillesse en eux, des moments plus tendres, plus doux d'eux, et du coup ouais, ça permet de montrer que c'est pas juste des monstres éthérés qui sont limite l'incarnation du mal, parce qu'il y a un peu une sorte de symbolisme assumé dans le récit avec les rapports avec la religion, avec l'art, comme j'en ai pas mal parlé, mais malgré tout ça reste des humains, et tu te dis que c'est des gens qui ont de multiples facettes, qui peuvent se laisser facilement entraîner dans un processus de malveillance, de sadisme, de domination, etc. Et ça pourrait être limite nous, tu vois, si on était à la place de l'héroïne. Après, il y a des moments de l'héroïne qui, franchement, elle me mettait tellement mal à l'aise, parce que comme elle est hyper curieuse, elle t'entraîne dans cet effet de voyeurisme, dans l'intimité du couple. J'étais hyper gênée, même si, évidemment, j'étais également curieuse sur certains aspects, tu vois, mais dans l'intimité de physique, tu vois, charnel, j'étais... Oh, c'est hyper malsain, mais c'est ce qui est dérangeant, et du coup ça rajoute quand même de l'intérêt au récit. Et dans les dernières pages, il y a un enchaînement de coups bas. Tu te dis qui va avoir le dernier mot, qui va avoir la dernière satisfaction de la vengeance en fait. Parce que il y a plein de jeux de manipulation, il y a une volonté de faire mal, mais tellement exacerbée et tellement genre soutenue et acérée que tu te laisses entraîner dedans en fait. Franchement, d'un côté, il y avait des moments où j'avais de la peine, vraiment, il y a des révélations à la fin, il y a des moments à la fin, c'est immonde. Mais ça te tient en haleine parce que t'es en mode, dans cette dynamique-là, au sein du couple, avec l'héroïne, c'est qui la personne la plus cruelle au final? Et en fait, c'était quelque chose, une réflexion, un questionnement qui me motivait tout le long. J'étais en mode, mais c'est qui le maître du jeu? C'est qui va être le gagnant de ce jeu? C'est qui va sortir le plus brisé de ce jeu? Et ça parle énormément des œuvres d'art autour de la religion, notamment autour du mythe de Adam, Ève et Lilith. Et Lilith, c'est une figure de la femme auquel j'étais pas du tout intéressée. Enfin vraiment, en fait, je n'y connaissais rien. Je connaissais de nom, je connaissais brièvement de quoi il s'agissait, en mode oui, c'est des forces obscures et tout, mais je savais pas du tout ce qu'elle incarnait autour de la femme, et c'est hyper passionnant. C'était hyper passionnant de découvrir tout ça, de voir également des très forts parallèles avec le récit, mais du coup ça m'a donné envie de m'intéresser de mon côté au personnage de Lilith, de ce qu'elle incarne autour de la libération de la femme au niveau sexuel, au niveau patriarcal. Il y a quelque chose de fascinant, parfois de glauque, mais également de puissant, symboliquement parlant. Donc voilà, du coup je suis allée chercher des ouvrages qui pourraient m'apprendre plus sur sa représentation dans l'art, dans l'histoire et tout. Voilà, du coup merci également à ce livre pour cette curiosité intellectuelle que ça m'a apporté. Et la fin, alors à la fin, il y a des airs un peu over-dramatiques, mais d'un autre côté, j'ai gasp, j'étais prise dedans, ça marchait, et même maintenant, tu vois, genre j'y repense, je repense à la mise en scène, je suis en mode ouais, ça fait sens en fait avec le ton toxique, de plus en plus prenant, de plus en plus étouffant du livre. Franchement ça fait sens, c'est un truc en apothéose, ça pourrait en faire un peu trop, mais en même temps ça s'inscrit bien dans cet engrenage là, dans la gradation de la folie à laquelle on assiste pendant tout le long. Et
c'est bien choisi quand même. Ouais, il y avait quelques petites surprises parce que en fait des surprises, mais en même temps j'étais en mode mais évidemment que ça allait se passer comme ça, évidemment. Genre, tu sais, j'allais citer des trucs, mais j'ai pas cité ce qui allait se passer, mais il y avait des débuts de réflexion qui forcément allaient mener à ce qui allait arriver par la suite. Mais du coup c'est trop cool parce que, après je suis très naïve hein, donc ça se peut que vous allez deviner direct tous les enchaînements, tous les plots, tout ça. Mais moi en fait il y avait ça en mode ok, je sens qu'il va se passer quelque chose et j'ai quand même été prise au dépourvu parce que ma réflexion ne m'a pas amené jusqu'à là, mais c'était dans la continuité pertinente de ma réflexion, du cours du récit, qui fait que j'étais mais évidemment ça allait se passer comme ça. Bref voilà, c'est pas un récit qui va être parfait, parce que je sais qu'il y a peut-être des défauts ou quoi, c'est pas un coup de cœur malgré tout l'enthousiasme avec lequel je parle de ce livre là, mais c'était prenant, c'était addictif, j'ai été prise au jeu. J'aime trop ce genre de récit où tu vois des personnages qui chutent dans la folie, qui chutent dans l'immoralité, dans les vices, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'est cathartique ou parce que psychologiquement c'est très intéressant et tu te dis que ça pourrait vraiment arriver en fait. C'est pas si déconnant que ça. Et c'est ça qui est effrayant aussi. Et puis voilà, du coup franchement, merci à Melissa d'Acosta de m'avoir happé pour cette lecture. Vraiment, pour ce premier roman, c'est une réussite. Et j'espère que pour mon prochain roman, Les douleurs fantômes, et ce soit aussi prenant, même si c'est dans un autre registre. Et que, je l'espère quand même, c'est moins glauque, parce que l'amitié et tout, j'aime bien quand même quand c'est fancy, quand c'est tout mignon et tout. Donc on verra, j'ai hâte. Mais je vais pas le lire tout de suite, je me suis emprunté des mangas, toujours dans le registre hyper noir, hyper glauque, hein, pour pas changer. Mais à mon lieu de stage, j'ai l'adaptation en manga du célèbre film japonais, le film d'horreur Ju-On, ici par Shimizu Takashi et Rino Miki, publié chez Senpai. C'est une duologie, je suis trop une peureuse pour l'instant regarder le film japonais. Ouais, je suis trop... Apparemment il fait hyper peur et j'ai peur d'être traumatisée parce que je suis une froussarde et ça peut me hanter et après j'ai peur dans le noir et je fais des cauchemars et après je vois des fantômes dans l'ombre alors qu'il y a rien. Enfin bref voilà, je me confie trop. Je me dis pourquoi pas le lire, et puis en plus je dois écrire des chroniques pour recommander des lectures, etc. sur le compte Instagram de mon lieu de stage, donc peut-être que ça pourrait faire une bonne recommandation pour la période d'Halloween, parce que c'est ce que je recherche en ce moment pour mes recommandations, pour mes chroniques. Voilà, j'arrête de parler et à suivre pour la suite, tout simplement. Les gars, je vous retrouve quelques heures plus tard pour vous dire que j'ai fini cette petite duologie qui se lit en 20 minutes, les 2 tomes, et j'ai flippé. Voilà. Genre je me suis dit ouais c'est un manga, ça va se lire super vite, j'arriverai à prendre de la distance. Mais en fait, avec le découpage, parfois quand tu tournes la page, ça avait des putains de screamers et il y a des pages, en vrai, c'est quand même assez flippant. Genre voilà, rien que les couvertures, tu vois, c'est quand même bien fait. Donc et c'est tellement tragique et très gore et tout, mais du coup c'est efficace et j'ai passé un bon moment. Du coup maintenant je vais enfin pouvoir chiller, lire un truc un peu moins angoissant, je l'espère, avec celui-là. Yeah, j'espère que ça va très bien se passer. Hey, on est le mercredi 16 octobre et bienvenue dans cette lumière dégueulasse. J'ai craqué de l'épaule, enfin bref. Je suis en train de lire Les douleurs fantômes, je suis à la page 200, vraiment ça se dévore, hein, comme la doublure. Je suis un peu moins emballée, je me sens beaucoup moins happée dans l'histoire. En fait, je sens qu'il y a eu un tome avant et du coup c'est comme si on rattrapait des personnages en cours de route, enfin des personnages qui me sont totalement inconnus. Donc je suis en mode ok, c'est passé ça, d'accord, mais je sais pas à quel point certains personnages étaient proches ou pas, qu'est-ce qu'ils ont vécu ensemble. Du coup ouais, j'ai l'impression d'atterrir comme ça de nulle part et ouais, il y a moins cet attachement émotionnel malheureusement, alors que je pense que ça peut énormément jouer dans mon investissement, dans mon appréciation de l'intrigue. Donc voilà, c'est assez fâcheux, même si ça se lit très bien et que j'ai envie de voir où ça nous mène. Mais pour l'instant, je trouve qu'on reste vachement en surface par rapport à ce qui est promis dans le résumé, par rapport
à toutes les déceptions face à la vie adulte, face à l'idéalisation des relations humaines et tout. Donc ouais, pour l'instant je me reconnais pas tellement et je suis un peu déçue, voilà, un peu chafouine. J'ai grave peur parce que j'ai l'impression que la romance, en fait il y a un triangle amoureux là qui me tape sur les nerfs et j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui est mis en avant et que tout ce qu'on m'a promis autour du groupe d'amis et tout, enfin c'est genre on en a rien à péter, c'est pas si complexe que ça et c'est surtout en train d'essayer de dénouer tous les tourment amoureux, tout le passif, pour voir comment on peut avancer, est-ce qu'il y a encore des sentiments qui persistent, ou machin truc, je sais pas quoi, et moi j'en ai rien à foutre, ça m'énerve. J'espère vraiment que ça va se complexifier de manière humaine et que ça va pas prendre une direction hyper prévisible. J'ai pas signé pour ça, je savais pas qu'il y avait autant de place pour la romance, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Là en ce moment je m'énerve facilement, est-ce que c'est parce que j'ai bientôt mes règles? C'est possible, mais bon on verra, je vais pas me prononcer. Bon, je vous retrouve quelques heures plus tard pour vous dire que j'en ai marre de ma lecture. En fait, j'arrive pas à accrocher. On est trop concentré sur la romance. Là, je sais pas, ils vont aller voir un élevage de lamas et je suis en mode, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? C'est horrible. Ça parle de thématiques, de problèmes dans la vie auxquels j'ai pas envie de me confronter avec les personnages en ce moment, avec la vie de couple, avec les questionnements en mode oui, c'est quoi le grand amour? Est-ce que je suis bien avec mon amour actuel ou alors avec mon amour du passé ou machin truc? Et moi je suis en mode mais c'est pas mes affaires, enfin en fait pour moi le dénouement ça se voit des kilomètres et ça me saoule de pouvoir prévoir ça alors que tu sais juste avant dans la doublure j'étais dans l'attente, dans l'appréhension, dans l'excitation, dans la curiosité, mais là je suis dans la blasitude, la lassitude, je suis en mode mais j'ai l'impression que c'est une histoire classique en fait, un truc contemplatif, assez mou, où il y a un peu de bonnes vibes ou quoi, mais c'est pas trop mon genre, c'est pas le truc que je veux actuellement, et j'ai envie de noirceur, voilà. Du coup j'ai envie de basculer sur d'autres livres, pas forcément de l'autrice, ce qui est ennuyeux puisque je dois faire un vlog sur l'autrice justement. Donc en fait je sais pas si j'abandonne ma lecture, si je le rush à fond, et ensuite, je bascule sur Tenir debout, qui est son nouveau roman et qui a l'air plus sombre, plus torturé. Mais en même temps, je me dis que ça a l'air pas mal similaire avec ce qu'on aborde là, à savoir le handicap, parce qu'il y a un truc autour du handicap ici. Mais pareil, c'est intéressant, mais je suis pas forcément dans le mood. Donc, je sais pas. Et je vous retrouve, on est le vendredi 18 octobre, donc je suis en train de lire Tenir debout, il faut que je vous fasse la chronique des douleurs fantômes et j'avais un peu la flemme parce que j'avais mes règles hier et j'étais trop fatiguée, j'avais mal, j'étais sur les nerfs et tout, bref. Et l'objectif c'est de finir Tenir debout ce soir, il me reste un peu plus de la moitié, du coup j'espère que ça va le faire, surtout que ce soir du coup je finis à 18h et ensuite j'aimerais bien passer en librairie pour acheter un livre et découvrir voilà un petit coin de librairie, tout ça. Ça va être un peu chaud, mais j'ai hâte de vous en parler parce que j'ai des trucs quand même positifs à dire. Ça va être assez riche, je pense. À toutes! Hello, je vous retrouve quelques heures plus tard, comme vous pouvez le voir, il fait tout noir. Du coup, je suis allée à la librairie
et j'ai acheté mon livre et en fait je voulais rusher pour acheter mon livre, pour ensuite prendre le métro, pour ensuite pouvoir prendre mon bus et rentrer chez moi, sauf que j'étais pas assez rapide, du coup j'ai pris mon temps, surtout que je voulais explorer la librairie. Enfin normalement je vous ai mis quelques petits plans très 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 mal filmés parce que ça bouge de partout, l'éclairage. À chaque fois j'essaye de filmer de bons plans et après c'est pas et après c'est pas beau la qualité. C'est beaucoup moins beau que quand je me filme moi, alors que je suis plus moche que ce que je veux filmer comme paysage et tout. Donc ça me saoule. Donc je suis désolée pour la qualité. Mais la librairie, elle était trop bien agencée. Franchement, c'était waouh, bref. Ensuite, du coup, comme j'avais un peu de temps encore, je suis allée me prendre un bubble tea au Combay et c'est immonde, c'est dégueulasse, vraiment. En fait, j'ai demandé un matcha coco, je crois qu'ils m'ont fait un matcha à l'eau froide, bizarre. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas de saveur, même les perles de tapioca, il n'y a pas de goût. D'habitude, quand j'y vais, c'est quand même pas mal. J'aime bien, mais là, cette fois-ci. Alors, je sais pas si c'est parce que ça m'a valu que dalle, parce que j'ai utilisé plein de réductions, mais j'ai eu 50%. Mais et du coup, ils se sont dit, bon, bah, YOLO, on va pas faire d'efforts. Non, je pense pas, je pense pas. C'est pas des bâtards comme ça. Mais heureusement, je l'ai pas payé cher, hein, parce que vraiment, c'est pas bon. Il n'y a pas de saveur, on dirait le roman Les douleurs fantômes. Non, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Mais voilà, du coup, j'ai hâte de rentrer chez moi pour pouvoir lire. Il va falloir que je monte ce vlog. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon. C'est juste de l'herbe mouillée, comme ce qui m'entoure après une forte pluie. Voilà, je pourrais tout aussi bien manger par terre là, que ça aurait le même goût. Bref, je vous laisse. Bye bye. Hey, on est le samedi 19 octobre, j'ai l'impression que vous allez tomber, c'est horrible, ça me saoule. Mais bref, on est le samedi 19 octobre, le dernier jour de ce vlog là, et du coup je viens pour conclure avec les 2 lectures de Misa d'Acusta que j'ai pu finir à temps pour ce vlog. Du coup je suis trop contente, même si j'ai triché comme vous allez le voir dans à peu près 30 secondes. J'ai lu Les douleurs fantômes publiées chez Livre de Poche, et en gros c'est le 2e tome d'une duologie, ce que je ne savais pas parce que dans le 1er tome on va rencontrer des personnages qui vont bosser dans un hôtel, qui vont se lier d'amitié, se lier d'amour, de tendresse également. Et dans ce tome-là, on va retrouver notre héroïne qui avait pris ses distances pendant ces 5 dernières années avec ce groupe d'amis. Et du coup, quand elle va les revoir, il y a un peu de la gêne, de l'amertume, des regrets, des amours compliqués qui reviennent en pleine face. Je vais pas trop m'apesantir dessus parce que j'avoue que à partir de, je sais pas, peut-être la moitié, je l'ai lu en diagonale parce que j'en pouvais plus. En fait, je pensais vraiment qu'on allait aborder l'amitié de manière vraiment très belle et que ce serait le thème principal du récit, alors que non en fait. C'est vraiment la romance qui est au cœur du récit avec les triangles amoureux, même les carrés amoureux, enfin bref, je sais plus. Et l'amitié est mise au service de la romance, c'est pas du tout développé. Au niveau de l'amitié, c'est pas aussi complexe, aussi tourmenté que l'amour, alors que je pensais, enfin au vu du résumé, ça parle surtout d'amitié. Et du coup ça m'a saoulée. Je sais pas attacher au personnage, alors c'est peut-être parce que je les ai rencontrés du coup en cours de route, parce que j'ai pas vécu tout leur passif ensemble, mais j'ai pas eu beaucoup de patience avec eux. En fait, genre parfois c'était égoïste et c'est ok parfois d'être égoïste parce que c'est très humain, mais pour moi ça allait jusqu'à l'irrespect total et j'avais pas assez de patience pour eux parce que j'étais pas prise dans l'histoire, parce que c'était autour de la romance et c'était très idéalisé. Et le fait que ce soit dans une ambiance de Noël, de fête, du coup on aurait dit un peu les téléfilms qui passent sur TF1 le dimanche après-midi et tout. J'avais l'impression qu'il y avait une romantisation exacerbée de ce qui était compliqué en amour, il y a de la tromperie et j'ai l'impression, enfin c'est une impression personnelle, mais j'ai l'impression que en ce moment la tromperie même dans notre société elle est de plus en plus banalisée, on en entend tellement parler et j'ai l'impression que ça fait partie intégralement de la vie quotidienne d'un couple, que c'est normal de passer par là, qu'il faut pardonner ou je sais pas quoi, alors qu'en fait c'est hyper grave et ça peut être hyper traumatisant. Mais là il y a ça dedans et du coup je trouvais que ça collait pas vraiment avec l'ambiance qui était proposée et avec toute cette romantisation de l'histoire d'amour, machin truc. Et ce qui m'a encore plus ennuyée, c'est qu'à la fin, il y a une nouvelle romance qui éclot et je l'ai vue à des kilomètres et c'était tellement prévisible. Et c'est ça qui est chiant parce que je pensais que j'allais être prise par surprise ou quoi, mais la fin c'est vraiment servi dès le début quoi, tu vois, tu
t'en doutes directement. Je sais pas, je l'ai trouvé hyper simpliste, surtout comparé à la doublure où vraiment la fin m'a fait gasp. Après c'est pas du tout dans le même registre évidemment, et peut-être que j'aurais dû être plus vigilante vis-à-vis de la couverture parce que ça propose vraiment un truc hyper noëlesque, hyper fêtard, enfin fêtard dans le sens hyper chaleureux, hyper cocooning et tout, tu vois. Mais j'avoue que ouais, j'étais pas dans le mood en fait d'une lecture légère, je voulais un truc un peu plus dur, et c'est pour ça que j'ai entamé Tenir debout, en tout cas je l'ai fini aussi. Et Tenir debout, je crois que j'en ai fait vite fait un résumé au début, du coup je vais pas trop revenir dessus parce que j'ai la flemme, et comme ça vous laissera un peu plus de surprise, j'allais dire, mais là je vais faire un avis un peu détaillé, donc ce sera pas trop de surprise, mais bref. Quand j'ai entamé Tenir debout, j'étais un peu réticente parce que déjà j'en ai eu marre avec le contemporain. En fait, je me lasse très facilement du contemporain. Et puis aussi, j'avais peur que, comme je savais que Tenir debout c'est centré sur l'histoire d'un couple, je me suis dit, ça peut tomber sur une romance un peu cliché, avec des trucs romantisés de manière exacerbée, encore une fois. Du coup, ouais, j'y étais allée avec les pincettes, surtout que l'histoire d'amour qu'on suit, c'est basé d'abord sur une tromperie, en fait. C'est l'histoire d'amour entre un mec de 42 ans et une fille de 24 ans, et le mec a trompé sa femme avec cette jeunette. J'étais, encore une fois, on est encore sur de la tromperie, on va devoir encore se coltiner ça, et moi je suis hyper mal à l'aise. Mais c'est un roman qui amène à l'empathie, qui la suscite merveilleusement bien. On va plonger dans un quotidien qu'on doit refaçonner autour du handicap. Du coup, on va réfléchir à de nouveaux aménagements. C'était des réflexions, des sensations qui étaient très prégnantes en fait. On se sentait à la place des protagonistes, que ce soit à la place du coup de l'homme qui va devenir handicapé ou de la femme qui va être un soutien pour lui. Et on est plongé dans toutes les difficultés de ces deux positions, et c'était hyper bien développé à travers des réflexions qui sont hyper complexes, qui sont hyper nuancées. C'était brut de réalisme. Par exemple, pour François, l'homme, lui, de base, c'est l'incarnation du mâle alpha, tu vois, c'est l'incarnation de la virilité, et du coup, il va essayer de trouver un équilibre entre cette fierté-là, sa fierté, et le fait de faire preuve de vulnérabilité, parce que c'est vraiment le mec en mode ouais, je suis l'homme le plus fort, mon engin il est hyper puissant, c'est comme ça que j'arrive à conquérir le cœur de ma femelle et tout, des trucs comme ça. Et du coup, le fait qu'il soit réduit à un état où il est dépendant des autres, et bien évidemment que c'est un coup énorme à son ego, et comment il va réussir à se construire autour de ça ou pas, il y a plein de difficultés qui le bousculent et tout. C'était hyper réaliste, et c'était hyper violent aussi à voir. Pareil pour la femme qui elle est toute jeune, genre elle a 24-25 ans, et elle se retrouve à devoir s'occuper de son copain qui est handicapé, et du coup ça va bousculer, ça va bouleverser toute sa vie à elle, tout son quotidien. Elle fait de son mieux, mais elle fait des erreurs qui sont très naïves, et ça fait partie de sa candeur, du fait qu'elle a dans un premier temps été impressionnée, été attirée par cet homme-là parce qu'il dégage de charisme, de virilité, et en fait toute leur relation était de base basée sur une relation passionnelle, sur le désir charnel. Au début ça va vraiment polluer ses réactions à elle. Elle a des réactions très naïves, très superficielles et très blessantes, mais tu peux pas forcément lui en vouloir parce que tu la comprends, genre. Enfin moi personnellement je la comprenais, et je trouvais ça très humain, et surtout que tu vois qu'elle fait de son mieux. La romance a des côtés très toxiques. En fait, la manière dont ils struggle tous les deux, c'est très humain. Mais du coup parfois c'est très violent. Il y a vraiment des violences domestiques, il y a des mots qui reflètent des complexes d'infériorité, des hésitations, des incertitudes, des manques de confiance l'un envers l'autre qui sont frappants et qui causent des dégâts psychologique assez lourd, mais c'est pas montré pour être romantisé ou juste pour du angsty comme ça ou quoi. Tu sens que c'est ancré dans la réalité et que c'est des choses qui peuvent être vécues par des gens qui doivent évoluer autour du handicap. Et ensuite à des moments de tendresse pour contrebalancer ça, qui viennent au prix d'efforts d'évolution psychologique assez pertinent, et c'est une évolution qui est pas linéaire. Quand je lisais j'étais en mode putain, mais c'est vrai que l'humain en fait c'est un boomerang, genre il va évoluer et puis parfois il va retourner en arrière parce que il va encore être assailli par des incertitudes, par des doutes, par de l'amertume, par de la violence, etc. Et du coup il va être de nouveau mauvais avant de pouvoir réévoluer, etc., etc. Mais même si ça faisait un peu l'effet d'un boomerang dans leur relation, mais c'était pas redondant parce qu'à chaque fois qu'il y avait un retour en arrière, un recul,
en quelque sorte, bah, c'était fait pour aborder de nouveaux sujets, de nouveaux questionnements qui pourraient émerger de ce genre de situation. Et du coup c'était fait avec pas mal de finesse et de naturel. Ça mettait constamment à l'épreuve leurs sentiments, leur épanouissement de manière très riche. Comme j'ai dit au début, j'étais pas convaincue par la romance, parce que comme les autres personnages secondaires, on est un peu dans le jugement en mode c'est une liaison entre un homme hyper mûr, enfin hyper, j'exagère, mais un homme mûr tout court, et une jeune femme qui vient d'entamer sa vie. Du coup ouais, c'est pas fait pour durer parce que ça peut être juste superficiel. Et en fait, petit à petit, quand tu vois à quel point ils s'accrochent l'un à l'autre malgré tout, et qu'en fait, ils font preuve d'un amour véritablement sincère, et bah, je pouvais qu'en être touchée, émue, et là, limite, genre, j'ai envie d'avoir les larmes aux yeux, rien qu'en y repensant. Et je m'attendais pas, parce que comme je l'ai dit, je suis vraiment dans le jugement quand il est question de tromperie, mais là j'étais prise dans leur quotidien, dans leur mise à l'épreuve, dans leur lutte ensemble ou individuelle. Et surtout ouais, c'est des personnages qui sont individuels, c'est pas juste, ils évoluent pas juste au sein du couple. Et c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que ça développait d'autres relations extérieures qui parviennent à planter des graines d'espoir au sein du couple, au sein de leur nouveau quotidien, pour leur permettre de rester ancrés dans la vie, de se dire qu'il y a un horizon qui peut être meilleur par la suite. T'as des relations familiales, t'as des relations amicales, ça constitue une sorte de fin de famille en fait, qui est tellement beau à voir, qui est hyper chaleureux. Ça montre que la romance c'est pas juste le pilier de leur évolution, il faut que les efforts viennent d'eux également, mais également des autres relations, que ce soit médicales également, ou amicales, ou de fin de famille. Ce qui est important, c'est que t'as pas un effet de voyeurisme, parce que ça aurait pu être le cas, comme on parle du handicap, et que de ce que j'ai vu, Melissa d'Acosta, physiquement, moi, elle n'est pas handicapée. Elle avait dit qu'elle avait fait appel à une personne en situation de handicap pour recueillir son témoignage, pour pouvoir sensibiliser du mieux qu'elle pouvait dans son récit, même si c'est pas le récit de cette personne-là, mais elle s'en est inspirée pour rendre les situations qu'elle décrivait plus réalistes au niveau du handicap. Et du coup, ça se voit parce que il y a limite un effet, pas documentaire, mais un effet qui est très humain, et tu te dis, ah ok, dans ce genre de situation, et bah faudrait prendre en compte ça, faudrait faire attention à ça, ok, cette personne pourrait se débrouiller ainsi et tout, et ça sensibilise de ouf, parce qu'il y a plein de choses qui pour nous, bah, qui peuvent marcher, bah c'est totalement normal, alors qu'au final, bah non. C'est tout, bah non, j'avais plus de vocabulaire. Après, les personnages ils font des choix, j'ai grincé des dents, j'étais... Mais j'ose espérer que l'autrice, elle voulait pas dépeindre une leçon de vie, mais qu'elle voulait juste dépeindre un récit de vie en mode c'est leur choix. Et tant mieux si ça a marché, tant pis si ça n'a pas marché pour eux. Mais faut pas juste calquer notre expérience sur eux. Limite, parfois je voulais mettre 5 sur 5 à ma lecture, et c'est rare que je mette un 5 sur 5, parce que j'étais en mode, ce récit, il est riche, il est complet. Le travail de la psychologie des personnages, c'est fait d'une manière limite audacieuse, dans le sens où ça va montrer les parts de nous-mêmes peu reluisantes, ou des attitudes, des comportements qui sont pas forcément bonnes à avoir, mais ça met en avant également notre potentiel d'évolution et le fait qu'on n'est pas réduite à ça. J'ai vu l'espoir, cet espoir de grandir, d'évoluer, d'être vulnérable aussi, que c'est pas une faiblesse, que ça peut être une force, parce que ça nous permet de devenir plus fort par la suite, parce qu'on a réussi à demander de l'aide. Mais c'est juste qu'à la fin, j'étais fatiguée, tu vois, genre j'ai voulu un peu lire, finir à temps pour ce vlog là, du coup la fin j'étais c'est bon, ok, puis la mise en scène ça m'a un peu cringe, enfin, je sais pas, en fait il y a un truc dans le contemporain où il y a des mises en scène un peu poétiques, ou je sais pas quoi, qui font que parfois je suis pas très à l'aise et je cringe un peu, mais c'est juste un goût personnel, sinon en vrai la fin objectivement elle est belle. Hein, elle est belle, mais c'est juste que je l'ai vu venir et que j'étais en mode ok d'accord, c'est bon, on a compris le message. Bref, je pense que je restais que sur un 4 sur 5. Franchement bah j'étais surprise parce qu'au début j'étais vraiment réticente comme je l'ai dit, mais au final plus je lisais, plus j'étais happée par l'intrigue, par les personnages. Je m'y attendais pas parce que c'est pas vraiment des profils de personnages auxquels je m'attacherais forcément. Mais voilà, du coup je suis contente. Voilà donc, conclusion pour ce vlog spécial découverte de Melissa d'Acosta. Et bah franchement, j'ai bien aimé. Bon voilà, il y avait les douleurs fantômes qui a un peu beaucoup pêché, mais en fait comme j'ai lu des romans assez différents les uns des autres, et bah ça n'a pas été redondant, un truc dont j'avais peur. Ça m'a permis de découvrir la manière dont Melissa d'Acosta est capable
de décliner des nuances psychologiques avec tellement de force et de pertinence dans différentes intrigues. Elle arrive à adapter cette capacité-là dans des intrigues qui peuvent être plus ou moins lourdes, pesantes, et ce qui est super cool, avec ce grain d'espoir parfois qui s'immisce et qui peut éclairer, qui peut réchauffer plus ou moins le destin des personnages. Donc franchement je comprends son succès, surtout que ça se lit très bien. Elle arrive à comprendre les personnages, la personne, en fait l'être humain dans toute sa globalité, dans ses nuances, dans sa vulnérabilité, dans ses côtés les moins reluisants, qui font que tu te dis si tu te confies à elle, genre tu peux être comprise et acceptée. Bref, voilà. Sinon, je vous ai dit que j'étais allée acheter un livre un peu dans le même registre psychologique, avec toutes les nuances et tout. Je me suis pris Le Petit Copain de Donna Tartt, publié ici chez Pocket. J'avais lu Le Maître des Illusions de l'autrice il y a quelques années, que j'avais adoré, même s'il y avait un rythme très lent et contemplatif, mais justement c'est ça qui m'avait également happé dans l'histoire. J'étais complètement immergée. J'espère que la magie va s'opérer également dans ce roman-là. Je l'espère parce qu'il me semble que c'est également très lent et que même si on est autour d'une enquête, mais à la fin, ça va pas forcément s'aboutir à une vraie révélation. Donc ça peut être frustrant et j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur d'être pas dans le bon mood, mais j'ai quand même envie de tenter parce que j'adore la plume de Donna Tartt. C'est exquis. Peut-être que cette fin là de vlog c'est un foreshadowing, c'est la transition pour un nouveau vlog concentré sur ce roman là. En plus je trouve que c'est parfait pour l'automne, pour peut-être la période d'Halloween avec des trucs un peu gênants, ça grouille, c'est voilà, c'est un peu vicieux. Bref, j'ai enfin fini ce vlog, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous avez lu des livres de l'autrice de Melissa d'Acosta, n'hésitez pas à m'en conseiller, à en parler, si vous avez même eu des déceptions. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et moi perso ça m'a plu d'avoir partagé cette petite aventure avec vous. J'espère que du coup que ça vous a plu. Et j'espère vous retrouver pour d'autres aventures de ce genre tout aussi riches et haletantes. C'est pas haletant. Non, c'est pas haletant. Et happante peut-être, c'est mieux. D'ici là, très bonne lecture à vous et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!